Bonsoir à tous, il est exactement 20h à Libreville. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Trop, c'est trop, disent les promotions de l'INFAS, l'INJS, l'ENSET, l'ENES. Les manifestants expriment leur colère suite à l'immobilisme lié à leur situation administrative et financière depuis de nombreuses années. Clôture de la 30e Assemblée Générale Plénière des Évêques à Libreville. L'Église catholique prône pour les vérités des urnes aux prochaines échéances électorales. Et puis, sport tropical à Missa Bongo, Herman Malaga dresse le bilan, les perspectives de la prochaine édition qui s'est achevée hier à Libreville. Vous le verrez dans ce journal. Nous ouvrons cette édition d'information sur le Front social. Emmanuel Vemba, président du CAP, Congrès des agents publics et parapublics de l'État, dénonce l'escroquerie organisée par certains établissements de microfinance installés au Gabon. L'État serait-il complice de ces agissements? Emmanuel Vemba livre ses 4 vérités dans ce reportage signé Jessica Andjoa. La question de microfinance était au centre de la déclaration du président du CAP, Emmanuel Vemba. L'État gabonais en général et le ministère de l'économie en particulier sont ici indexés face à certains agissements peu orthodoxes. L'État gabonais, par des voies autorisées, développe une escroquerie auprès de ses propres populations, par la création et acceptation des entreprises délinquantes de microfinance telles que BRSAL, JDS et Sonedix. Cette démarche honteuse de l'État gabonais traduit un empoint douté aux yeux des responsables économiques et financiers des pays de la CEMAC et au-delà. L'image d'un Gabon immature et incompétent, avec des institutions fragiles et fragilisées par des personnes qui sont tenues de les administrer, à l'exemple du ministère en charge de l'économie. Comment parler de microfinance sans évoquer la corruption, les détournements dont ont été victimes certains citoyens pendant plus de 5 ans dans l'affaire Bersal? Le CAP et le MCVL pensent objectivement que pour n'avoir pas assumé valablement ses obligations constitutionnelles, l'État gabonais reste complice et a escroqué ses paisibles citoyens. Qu'à ce titre, le CAP et le MCVL en appellent à la vigilance et à la solidarité de toutes les victimes de cette escroquerie gouvernementale. Par ailleurs, demande au gouvernement gabonais le remboursement immédiat et sans condition des faits estorqués à son propre peuple. La création d'entreprises représente une étape importante en ce qui concerne l'enquête de moralité, car les demandeurs devraient répondre à certains critères afin d'éviter de tomber dans des travers du genre l'affaire Bersal. L'immobilisme des situations administratives et financières au cœur des mouvements d'humeur, les promotions INFAS, l'INJS, l'ENES, l'ENSET observent un sitting depuis ce matin au ministère de la fonction publique, espérant trouver gain de cause quant à l'objet de leurs revendications contenues dans leur cahier de charges. Jessica Andjoa nous fait le point. Avec des sifflets, bouteilles et autres marmites, les travailleurs de ces différentes grandes écoles de manière rythmée disent « trop c'est trop ». C'est un véritable calvaire pour les promotions 2015 sorties de l'INFAS, 2019-2020 de l'INJS, celles de 2015 à 2021 de l'ENES et l'ENSET. Tous réclament matricule, mise en solde, intégration et haut salaire non impayés. Nous sommes venus ce matin à la fonction publique pour exprimer notre exaspération suite à l'immobilisme de nos situations administratives et financières. Alors, parmi nous, on a des enseignants qui ont été mis en folle depuis bien des années, depuis 2011, mais qui, à ce jour, n'ont ni test d'intégration, ni titularisation, encore moins les reclassements. On a également d'autres qui sont à la promotion de 2020 à 2022, qui, à ce jour, ne sont pas encore mis en fold. Plusieurs d'entre eux ont des matricules soldes, mais croupissent toujours dans la misère. La rencontre à la fonction publique de Libreville consiste à trouver des solutions aux problèmes qui minent leur secteur d'activité. Je suis particulièrement de la promotion 2012, INES. Donc nous sommes à la 11e année de stagiaires dans la fonction publique. Cela veut dire que nous avons été recrutés depuis 2013 jusqu'en 2023. Nous ne sommes pas titularisés à la fonction publique. Il y a des démarches qui sont entreprises depuis des années, à travers des syndicats, à travers des collectifs. Mais à chaque fois, on nous dit que ça va se faire, ça se fera. Mais nous pensons qu'on ne peut plus attendre. Nous avons attendu longtemps. 11 ans, ce n'est pas 11 jours. La loi est claire.
après le recrutement à la fonction publique, il faut 2 ans, une année ou 2 ans de stage probatoire. À la suite de ce stage, vous êtes censé être recruté, et titularisé, pardon. Mais nous attendons depuis 11 ans, on n'est pas titularisé. Qu'est-ce que la fonction publique peut bien nous dire ce matin? On va écouter. En attendant une suite favorable face aux négociations qui semblaient être entamées avec les responsables du ministère, la colère était, selon certains grévistes, plus qu'à son paroxysme à l'heure où nous quittions les lieux. Éducation à présent, fin de première doctorale de Libreville. Cet événement organisé par EM Gabon en collaboration avec le CREPACI de l'université Omar Bongo s'est achevé sur une note de satisfaction. Chimène Indon pour les détails. Pour mieux accompagner ces doctorants dans la rédaction de leur thèse, le président de EM Gabon Université a mobilisé des professeurs de renom dans moult domaines, à l'exemple du droit et de la science politique. Fabrice Ourkebi, professeur de droit qui a présidé l'évaluation des thèses de doctorat en préparation, relève plusieurs observations, parmi lesquelles on a vu des travaux très divers dans les différentes branches du droit et de la science politique. Le jury a relevé l'originalité et la qualité des sujets qui étaient proposés, des sujets qui ont un vrai intérêt sur le continent, mais au-delà. Et donc, ce qui nous a frappé aussi, c'est les perspectives étrangères comparées, que ce soit et sur le plan de la jurisprudence et sur le plan de la sélection des États choisis pour traiter les différents sujets. Qu'en est-il des faiblesses? Les faiblesses sont plutôt des faiblesses d'abord méthodologiques, peut-être parfois des tentations de se précipiter de la part des doctorants en se disant j'ai un sujet, je veux tout de suite élaborer un plan et arriver à des conclusions, ce qui est toujours un peu prématuré en première année, mais ce qui est la contrepartie de l'engagement et de la motivation. Conclure une thèse, cette leçon conclusive a été décortiquée de fond en comble par le professeur Brucille Miranda Motou. Au sorti de ce brillant exposé, la conférencière prodigue des conseils aux doctorants. Intégrer toutes les recommandations qui leur ont été faites afin de faire de leur thèse ce chef-d'œuvre. Comme le dit Michel Beau, la thèse de doctorat, c'est le chef-d'œuvre des compagnons d'antan qui aspirent à devenir maîtres. Pour Daniel Franco Idiata, la satisfaction reste le leitmotiv du dit événement. Je suis très heureux et très reconnaissant de ce que les uns et les autres ont pu nous offrir ce beau cadeau, les premières doctorales de Libreville. Après 3 jours de travail acharné, des certificats d'acquisition de compétences ont été remis aux ayants droit. La suite de cette édition de formation clôture hier à Libreville de la 30e Assemblée générale des évêques de Libreville. Le clergé invite les chrétiens à s'engager pour la vérité, la justice et la paix, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Plus de détails dans cet élément de Maya Meza. L'Église, famille de Dieu au Gabon, lève-toi et marche pour la justice, la vérité et la paix. Cette citation du pape Jean-Paul II lors de son passage au Gabon en 1982 est revenue à plusieurs reprises comme un élément essentiel dans le message des évêques au peuple gabonais. Qui comprendre, ce reste une invitation aux chrétiens du Gabon à se lever, à se révolter lors des prochaines consultations électorales. L'homme est pétri par son passé, mais il vit et chemine aujourd'hui en regardant vers l'avenir. Conscient de notre parcours, nous réaffirmons qu'il est possible de trouver des chemins d'espérance en instaurant un dialogue entre les membres des composantes religieuses, sociales, politiques, économiques, culturelles et scientifiques. Sur sa calme tonalité habituelle, empreinte de sagesse et de paternalisme, le message de l'Église catholique a brossé un tableau alarmant du Gabon. Le même que dressent depuis des années les leaders de l'opposition et de la société civile gabonaise, sans jamais être écoutés par le pouvoir. La saine et bonne politique est une voie inlassable de conception, de recherche et de réajustement des voies constructives de la société aux différents niveaux de la vie sociale. Cela grâce à l'amour social. L'amour social est une force capable
de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui et pour renouveler profondément de l'intérieur les structures, les organisations sociales, les normes juridiques. Le message tant attendu était une sorte de cri d'alerte sur les questions d'ordre social, sur l'élection présidentielle à venir et sur la situation sociopolitique du Gabon. L'élection présidentielle prévue cette année au Gabon approche inexorablement. La situation sociopolitique dans notre pays présente quant à elle des signes d'inquiétude et quelques espoirs. Vu les attentes qui se cristallisent autour de l'élection présidentielle 2023 et les enjeux pour le futur de notre nation, nous, évêques du Gabon, demandons le respect du vote des citoyens. Nous invitons les populations à la vigilance durant les différentes campagnes électorales. Dans le contexte décrit, les évêques du Gabon appellent tous les chrétiens à un engagement social et politique pour la vérité, la justice et la paix. Ils les invitent à faire preuve de solidarité durant les prochaines élections, non sans appeler la classe politique à un sursaut moral et spirituel. Porté à la tête de l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon le 26 novembre 2022, le président de cette organisation a été officiellement installé samedi 28 janvier 2023. Pourquoi cette cérémonie d'installation a-t-elle mis autant de temps? Quels sont les objectifs du nouveau dirigeant? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mamadou Mbumba Claude, président de l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon. Monsieur Mamadou Mbumba, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir répondu déjà à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, comment se porte l'association dont vous êtes le nouveau président aujourd'hui? L'association nationale se porte dans le calme. Et auparavant, la situation n'était pas rose parce qu'elle était sujet à beaucoup de fragmentation due au bureau sortant. Voilà. Le bureau sortant, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Et il y a eu voilà, l'Assemblée a dénoncé la mauvaise gestion, dont la destitution de ce président. La gestion de quoi? Des finances? Des finances qui étaient mises à sa disposition. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, mais pourquoi est-ce que vous avez été, on va dire, voté, sinon vous avez été porté à la tête de cette association le 26 novembre et c'est maintenant en janvier qu'on vous installe? Pourquoi ça a mis autant de temps? Effectivement, l'ancien président étant destitué, il y a eu une espèce de malentendu entre le fédéral qui s'est porté garant. Parce que quand une maison a des problèmes, c'est le père qui intervient pour amener la maison dans l'ordre. Il fallait que le fédéral intervienne pour essayer de restituer les choses, de ramener les choses dans l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que l'élection arrive à terme. Maintenant, la lenteur de l'installation était due effectivement de cette incompréhension. Le bureau sortant ne voulait pas faire prestation de services. Voilà. Donc ça tiraillait de gauche à droite. Ça a mis du temps et au fur et à mesure, les choses se sont améliorées. Et entre-temps, comment fonctionnaient, on va dire, les activités au sein de la plateforme associative? C'est-à-dire vos membres, comment justement ils étaient gérés en cette période? Non, depuis ce temps, l'association est arrêtée. Il n'y a aucune activité pour le moment. Donc les portes sont closes. Rien ne fonctionne pour le moment. Voilà, jusqu'à la date dont j'ai été installé. Alors aujourd'hui, vous êtes le nouveau président. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer les conditions de vie, je vais dire justement, de vos membres? Qu'est-ce que vous comptez exactement faire? Sinon, quels sont vos objectifs? En réalité, mon objectif, c'est d'abord la défense de nos droits acquis auprès du gouvernement. Vu que depuis 40 ans, il n'y a pas eu d'amélioration au sein de notre communauté. Et on observe que depuis 40 ans, nous avons seulement comme acquis les secours permanents, qui sont moindres que vous sachiez, que vous comprenez, que vous connaissez bien. Nous avons 75 000 francs par mois. Quand vous calculez 75 000 divisé par 265 jours, vous voyez combien nous gagnons par jour. Donc il va falloir qu'on s'asseye d'abord avec les membres, qu'on trouve un peu le canevas, comment faire pour que le gouvernement puisse respecter ses engagements. D'accord. Et entre-temps, comment est-ce que vous avez fait pour, on va dire, remobiliser les troupes autour justement de votre plateforme pour essayer de vous accorder le crédit et permettre certainement de mieux gérer au mieux le projet qui est le vôtre? Pour le moment, j'ai été installé le 28 de ce mois et j'ai
je n'ai pas encore mis en exergue ma politique. Je crois que d'ici la semaine, je vais convoquer mon bureau pour voir de quelle manière nous allons appréhender ce mandat. Un peu une sorte de déclaration de politique générale. De politique générale, voilà. Alors, est-ce qu'on peut déjà l'avoir sur ces plateaux, votre feuille de route? Ma feuille de route est axée sur l'emploi, sur la formation, sur l'insertion, la réinsertion sociale des personnes handicapées, sur le financement des projets, des micro-projets, voilà, la santé aussi. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel d'abord au gouvernement, pour dire au gouvernement que nous sommes une association nationale des personnes handicapées du Gabon. Nous avons besoin d'une subvention qui fait en sorte que nous puissions quand même, parce que notre communauté ne serait pas seulement à Libreville, nous sommes dans toute l'étendue du territoire. Nous avons des antennes provinciales. Et vous voyez que c'est une grosse activité que je vais mener sur le terrain. Pour la sensibilisation, il faut les moyens. Donc j'ai besoin que le gouvernement me vienne en aide. Nous avons besoin d'une subvention qui permettra à ce que nous puissions mener à bien certaines activités. Ça c'est une chose. La deuxième chose, nous avons besoin aussi des pouvoirs publics. Si ces personnes peuvent nous venir aussi en aide, je crois que ça va faire une bonne chose. Nous avons des conseillers qui sont autour de moi. Je crois que ces conseillers ont à peu près une vision. Et avec leur vision et la mienne, nous allons les concocter ensemble, de sorte que nous trouvions un processus pour aller recueillir ces fonds envers ces bailleurs de fonds. Alors, les personnes vulnérables que vous constituez vivent au quotidien des difficultés assez particulières. Quelles sont les difficultés particulières que vos membres sont confrontés au quotidien? Nous sommes d'abord confrontés à un problème d'employabilité. Les handicapés vivent très mal. Et dans cette difficulté, nous avons des difficultés de logement. Nous avons des difficultés, les difficultés au quotidien. Par exemple, pour ceux qui ont la chance d'avoir les scooters que Mme Sylvia Bongo a bien octroyés, mais je pense que toutes les personnes n'ont pas ces moyens. D'autres ont des difficultés même pour s'y rendre dans les milieux du travail, dans les activités. Voilà, c'est des difficultés quotidiennes que nous rencontrons sur le terrain. Vous pensez mener vos actions sans obstacle? Vous pensez que vous serez forcément, on va dire, cette année, en train de mener vos actions sans aucune difficulté? Les difficultés sont partout ailleurs. Mais nous allons faire des efforts, sinon nous allons nous croiser les mains, nous allons nous attraper les mains à ce que ensemble nous arrivions à cet objectif. Alors, Mamadou Mbumba Claude, peut-être un mot à l'endroit justement des personnes que vous dirigez et aussi encore lancer aussi, comme vous l'avez fait tout à l'heure, une invite aux autorités pour pouvoir justement tenter de vous venir en aide. Je dirais à mes membres, sinon à la communauté des personnes handicapées, que je suis la personne la mieux indiquée aujourd'hui pour défendre vos droits et acquis auprès du gouvernement. Je suis la personne la mieux placée pour aller défendre justement ces droits. Et je compte mener une politique allant pour la préservation de votre bien-être. Je mènerai cette politique afin que nous soyons aujourd'hui dans notre pays, que nous vivions quand même de façon normale. Et je compte maintenant lancer un appel au gouvernement afin que le gouvernement nous vienne en aide. D'abord sur l'augmentation des secours permanents, sur la périodicité des secours permanents. Donc pour cela, je lance un appel au gouvernement, au président de la République spécifiquement. Président de l'Association nationale des handicapés du Gabon, Mamadou Mbumba Claude, merci d'avoir répondu à l'invitation de TV+. On vous retrouvera certainement au cours de nos prochaines séances pour échanger sur l'évolution justement des objectifs et des travaux que vous aurez amenés au cours de cette année. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. 91, c'est le pourcentage de députés ayant accordé leur confiance au gouvernement Alain Claude Bilibinze le 24 janvier dernier à l'Assemblée nationale. En retour, les représentants du peuple attendent des actions concrètes de l'exécutif au profit des populations. Estelle Amvan. Après avoir accordé leur confiance au Premier ministre Alain Claude Bilibinze, les élus de la majorité souhaitent la matérialisation de sa déclaration de politique générale. Du deuxième siège du canton Ouele dans le Welentem au 2e arrondissement de Moanda, dans le Haut-Ogooué, en passant par Ndende dans l'Angounié, Makokou dans le Guévindo et Port-Gentil, dans le Gué-Maritime, les problèmes sont les mêmes. Les populations ont exprimé des besoins concrets, notamment liés au conflit homme-éléphant.
Et il faudrait que le gouvernement apporte des solutions concrètes, non seulement en matière d'indemnisation de ces populations victimes des pachydermes, mais également, si possible, revenir sur les battues administratives comme il a souvent été le cas. On veut que les choses soient faites en faveur de nos populations, qu'il s'agisse de la route, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des politiques éducatives, qu'il s'agisse des politiques de l'emploi. On a foi et espoir que celle-ci, celle énoncée par le Premier ministre chef du gouvernement, soit concrétisée. C'est ça notre volonté, c'est ça nos attentes. Le challenge est également de convaincre les 9% des députés qui ne lui ont pas accordé sa confiance. Les réticences sont logiques et elles sont comprises, même s'il faut dénoter certains excès. Mais nous sommes dans une institution politique qui se comprend. Leurs réserves sont à combattre par le gouvernement actuel qui évidemment n'a que 6 mois, mais le Premier ministre a eu la décence de le reconnaître. La reconduction de l'équipe actuelle, qui est aussi vieille, je pense, de 2 ans, s'est faite sur la base d'une volonté de résultat dans l'immédiat. La déclaration de politique générale du gouvernement s'inscrit dans le fonctionnement normal des institutions. Elle met en relief les priorités de l'exécutif. Son exécution est fonction de la loi de finances. Activité à la primature, une signature de partenariat s'est tenue ce jour à la primature entre l'État gabonais et le groupe Arise, filiale de G16 au Gabon. La cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze. Ce partenariat va permettre la création et l'opérationnalisation de la nouvelle zone d'investissement spéciale Mpassa-les-Bombiers à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. La mise en place de cette zone permettra la création de 600 emplois directs dans la dite province. Lancement ce matin à Libreville d'une campagne de sensibilisation environnementale sur le thème La mangrove, une superbe forêt. L'initiative de l'ONG Les Amis de l'Aloé vise entre autres à inculquer les valeurs de protection de la mangrove, un élément essentiel de l'écosystème. Reportage signé Alexandre Baoundo. Ils sont arrivés l'année dernière, il y avait l'eau. Promouvoir la culture écologique dans une approche éco-citoyenne chez les apprenants au Gabon, voilà le leitmotiv de la campagne de sensibilisation Green School initiée par l'ONG Les Amis de l'Aloé. La mangrove, un élément prépondérant à l'écosystème, était au centre des échanges. C'est la 2e édition de Green School, parce que nous sommes dans l'animation de cette caravane, une caravane inter-établissement, une caravane qui va nous conduire dans tous les établissements de l'estuaire, voilà, pour aller rencontrer la jeunesse de demain. On va dire pas la jeunesse, en fait, les adultes de demain. Donc notre objectif, c'est de bien sûr permettre à ces enfants-là de comprendre, via notre thème, la mangrove, la super forêt. Leur faire comprendre que la mangrove nous évite des inondations. La mangrove nous permet bien sûr d'avoir du poisson. La mangrove, c'est le filtre qui empêche les déchets plastiques d'aller bien sûr en haute mer. Un message qui n'a pas laissé insensible les petits bouts de chou. J'ai retenu qu'on a dit qu'on ne doit pas détruire la mangrove, sinon il y aurait des inondations et aussi des arbres qui marchent. J'ai aussi retenu qu'on a mis les bébés poissons dans la mangrove pour leur protéger. Et j'ai aussi dit qu'on ne doit pas jeter les ordures à la mangrove. Cette campagne environnementale est effectivement soutenue par le monde pédagogique gabonais. Alors nous avons accepté les amis de la établissement parce que nous avons un défi écologique mondial. Nous avons jugé utile d'apprendre à nos enfants déjà à respecter la nature et à préserver l'environnement. Et quand on parle d'environnement, on parle aussi de la mangrove. C'est pour ça que nous avons décidé d'être en relation avec les amis de l'Aloé. C'est pas la première fois effectivement, ça c'est la 2e année. La première année, ça s'est très bien passé. Donc, on fait 2 sorties, 2 excursions au niveau de la mangrove Numinoubé. Nous avons eu à planter des mangroves et nous allons encore repartir, si Dieu le veut, aller voir comment l'évolution de ce que nous avons eu à faire l'année dernière. Il faut dire que la mangrove joue un véritable rôle de tampon entre le milieu terrestre et la mer et limite les rejets de nutriments en excès dans les écosystèmes aquatiques, y compris l'azote et le phosphore.
En l'absence de leur président, Guy Nzuba Ndama a signé à résidence et du départ de plusieurs cadres de rejoindre la majorité. Le parti de l'opposition, les démocrates, affiche un air serein et reste déterminé pour les futures échéances électorales. Plus de précisions dans ce reportage d'Estelle Amban. Incarner le changement à la tête de l'État au lendemain de la présidentielle de 2023, c'est la détermination affichée par le parti de l'opposition, les démocrates. Un seul challenger, le Parti démocratique gabonais. Nous pouvons battre le PDG et nous allons les battre. C'est sur cette nouvelle espérance qui a vu plusieurs Gabonais payer de leur vie, arriver au sacrifice suprême, mais qui malheureusement n'ont pas pu l'atteindre. Mais moi je vous le dis, cette année, ça va changer et en août, nous serons aux affaires. Une candidature unique de l'opposition? Les démocrates y croient, mais rien ne se fera sans Guy Nzuba Ndama, président du parti en dépit de ses ennuis judiciaires. Notre président est momentanément indisponible. J'utilise le mot momentanément. Donc nous avons le temps d'attendre le président de notre parti. Notre parti est un parti organisé. On ne se lève pas un jour et on est président. On est investi candidat. En fait, ce qui se passe, la codification de la présentation à l'élection se fera le moment venu et le parti va investir son candidat. Mais pour l'instant, par principe, les démocrates seront présents. Mais quel sera le visage des démocrates? Nous ne le connaissons pas encore. À l'endroit des cadres de leur parti qui ont rejoint le parti au pouvoir. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas accéder au bonheur si on ne travaille pas. La facilité est quelque chose d'éphémère. Et tout ce qui brille n'est pas or. Et je pense que nos amis se trompent un peu. Ils vont suivre ce qui brille, mais ce n'est pas de l'or. Avant cette échéance électorale très attendue, les démocrates prendront part à la concertation initiée par le président de la République et voulue par une grande partie de la classe politique gabonaise. Cap à l'intérieur du pays, précisément au Septentrion, cérémonie de port de galon aux officiers nouvellement promus à la direction des polices urbaines du Wellington, à Ouiem. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et militaires de la province. C'est un récit de Maya Meza. L'organisation de cette cérémonie a permis au colonel Marcel Mangila Nzamba, en sa qualité de directeur régional des polices urbaines Nord, de récompenser l'investissement des missions régaliennes et des fonctionnaires de police durant l'année 2022. Chers promus, mesdames et messieurs, aujourd'hui, devant vos familles, vos amis, vous avez acquis le nouveau galon. Recevez par ma modeste voix les félicitations de la haute hiérarchie. Être élevé au grade supérieur suscite toujours une joie immense. Toute chose qui n'est pas une fin en soi. Vous devez davantage faire preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de vos missions. Dans le même élan, le colonel n'a pas hésité à prodiguer des sages conseils à l'ensemble des nouveaux promus. Ce discours circonstanciel, riche de sages conseils et d'orientation professionnelle, a également édifié l'assistance. Ce qui m'amène à rappeler à chacun de nous que les missions devenues à la police nationale sont des missions de proximité. Notre corporation est une entité publique au service du public. Je vous exhorte donc à faire preuve de probité morale, de dignité, de fermeté, de courtoisie dans l'accomplissement de vos tâches. Cette attitude a été observée lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Votre dévouement, ce jour-là, avait éveillé l'attention des communicateurs au point de vous féliciter à travers le billet pour Makaya. Il y a quelques jours, en collaboration avec les autres unités de forces de sécurité et de défense, nous avons sécurisé sans heurts les deux étapes de la tropicale à Bissau-Bongo, ce qui démontre la suffisance l'esprit de cohésion prôné par nos différentes hiérarchies et au-delà par le chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba.
Cet état d'esprit doit prévaloir pour affronter efficacement les mois à venir qui seront marqués par l'organisation des élections présidentielles. L'actualité hors de nos frontières, à présent, la République démocratique du Congo accueille demain le pape François. L'effervescence et l'impatience se lisent dans les yeux des fidèles qui attendent un message de paix dans cette période tourmentée. Récit signé Sidel Animan. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, panneaux publicitaires et drapeaux du Vatican flottants annoncent en grande pompe la venue du pape François, qui sera en visite dans le pays à partir du 31 janvier. Dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo, les fidèles se ruent devant les étalages où des vendeurs d'objets de culte ont ajouté à leurs marchandises des casquettes, t-shirts et pagnes frappés du portrait du pape François. Cet édifice est l'un des 6 sites choisis pour abriter rencontres, discours et messes prévues durant cette visite de 4 jours. La première d'un pape en RDC depuis celle de Jean-Paul II en 1985, il y a plus de 37 ans. Pour ce 40e voyage apostolique, note le site web du Vatican, le pape revêtira son habit de pèlerin de la paix et de la réconciliation. Le message que j'attends du pape, c'est le message de paix. Parce que dernièrement, ici, la RDC est tourmentée par-ci, par-là. Une RDC tourmentée par les conflits armés à l'Est, mais également par un contexte politique tendu. Les 2 provinces du Nord Kivu et d'Ituri sont en proie à la violence d'une centaine de groupes armés. Les 4 principaux groupes, le M23, les FDLR, les ADF et la Codeco, ont fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. La RDC a la plus grande population déplacée du continent africain. Le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession pour les prochaines élections présidentielles, prévues le 20 décembre 2023. Il y a près de 2 mois, 3 personnalités congolaises, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, ont dénoncé dans une lettre le déficit de leadership du président. Selon eux, le pays est en proie à une gouvernance répressive et irresponsable. Certainement, compte tenu de la situation du pays, nous osons croire que lui va nous apporter un bon message et avec une paix durable. L'arrivée du pape suscite donc beaucoup d'espoir dans un pays où l'Église catholique est un médiateur et n'hésite pas à troquer ce rôle contre celui d'acteur politique, voire d'activiste. Le 31 décembre 2016, l'Église parvient à faire signer à l'opposition et au gouvernement un accord politique et organise des marches lorsque cet accord n'est pas respecté. Journée mondiale des lépreux est traditionnellement célébrée le dernier week-end du mois de janvier. À cette occasion, nous vous emmenons dans le village de Doukens, Crémone, en Côte d'Ivoire. Ce village accueille les personnes qui souffrent de lèpre, loin des stigmatisations et du rejet. Retrouvons une fois de plus Sidel Animan pour le récit. Doukens Crémone, un village pour les lépreux. C'est ici que les malades viennent se réfugier, loin du regard stigmatisant des autres habitants de leurs villages respectifs. Une fois guéris, ils ont du mal à repartir dans leur village ou ville d'origine par peur de rejet. Mathieu Okoma Agoa, adjoint du chef du village dont la mère est décédée de la lèpre, se rappelle du rejet dont elle a été victime. Et donc, étant agonisante, je l'ai fait rentrer dans son village, sous sa demande. Après son décès, j'ai été marqué par les faits. La maison dans laquelle elle a séjourné avant sa mort a été cassée, la toiture brûlée, jetée à l'eau. Et ils l'ont même enterrée en bordure de la Komoué, sous hypothèse qu'elle n'avait pas droit au cimetière commun. La lèpre se transmet au terme d'un contact prolongé. Le microbe se multiplie très lentement, pouvant faire durer la période d'incubation jusqu'à 5 ans. Les premiers symptômes font apparaître des taches, puis rongent progressivement des membres désensibilisés. Pas loin du village, le centre hospitalier Raoul Folero lutte contre la lèpre et l'ulcère de Bourouli, une infection de la peau, depuis presque un siècle, et accueille 157 patients, dont 54 lépreux. En fait, nous nous sentons chez nous, ici. Parce que l'institution Raoul Folero, d'où nous venons, c'était juste pour nous soigner. Mais quand nous retournons chez nous, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas toujours facile qu'on nous accepte. Mais quand nous sommes à Doukens Crémone, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'on a trouvé, n'est-ce pas, un nouveau village, mais qui est un village où on a envie de vivre parce qu'on s'entraide, on s'entend, on vit, on va dire, la même chose. En 2022, 514 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays, mais il est complexe de définir le nombre de malades total car les traitements à base d'antibiotiques sont longs et la guérison difficile à établir. Si la vie à Doukens Crémone se présente comme une alternative rassurante à la sortie du centre,
Le personnel soignant et celui de la fondation souhaitent le retour des anciens malades dans leurs familles, souvent méfiantes car mal informées. Un mot de sport à présent. Dernier coup de pédale de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo s'est achevé hier à Libreville. À l'issue de cette compétition, l'heure est déjà au bilan et à la perspective de la prochaine édition pour les organisateurs. Herman Malaga Moussavou nous en dit plus. La satisfaction est le sentiment qui anime les organisateurs de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. La petite reine qui a une fois de plus traversé le Gabon a donné droit à son dernier coup de pédale ce dimanche 29 janvier 2023. Une grande réussite pour les coureurs et les populations qui se sont invités en grand nombre pour vivre les émotions procurées par les cyclistes venus de tous les coins du monde. Une course dominée par l'équipe française de Total Energy qui en 14 participations fait montre d'une hégémonie indiscutable dans cette course au regard des résultats de ses coureurs. D'abord avec Jason Tesson, vainqueur de 3 étapes dans cette compétition, avant d'être pris par son coéquipier Geoffrey Soupe sur le parcours de Port-Gentil, qui d'ailleurs va remporter la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo à Libreville. L'équipe française de Total Energy est le porte-flambeau de cette édition de la Petite Reine. Au classement général, on retrouve en première place Geoffrey Soupe de Total Energy, suivi de l'Algérien Hamza Amari et de Christopher Rouget-Lagagne de l'île Maurice. 2 Africains sur le podium final de la plus prestigieuse course cycliste africaine, une première depuis 2006. Côté gabonais, il faut noter une amélioration de la participation des Panthères, version cycliste, avec à la clé une place de 2e au classement général du maillot de la combativité et une 12e place occupée par Glenn Moulungi lors de la 6e étape à Port-Gentil. Une avancée considérable qui laisse entrevoir des résultats meilleurs lors des prochaines éditions, même si le Gabon finit parmi les dernières équipes de cette compétition. Nous retiendrons que cette édition a été la plus disputée et la plus rapide depuis 2006. Aussi que les organisateurs travaillent déjà sur la 17e édition sur instruction d'Ali Bongo Ondimba à l'endroit du coordonnateur général de la Tropicale Amissa Bongo, Benjamin Burlot. Ainsi prend fin cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.